Et si notre relation au temps, à la pluie et même à notre propre travail, si tout ça pouvait changer la nature même de la réalité? C'est une idée audacieuse, c'est certain. Et c'est justement celle qu'on va explorer aujourd'hui. On va se plonger dans une conversation fascinante de 1955 menée par une figure spirituelle connue simplement sous le nom de Mère. Accrochez-vous, ça risque de bousculer un peu notre vision du monde. Alors tout commence avec cette question qui peut paraître un peu étrange au premier abord. Comment le temps peut-il être un ami? Franchement, quand on y pense, pour la plupart d'entre nous, le temps c'est plutôt l'ennemi. Il file, on en manque tout le temps, il nous épuise. Alors l'idée de s'en faire un allié, c'est un sacré changement de perspective. Et c'est vraiment de là que tout part. La réponse qui est donnée est assez radicale. Le temps, en fait, ce n'est pas une force extérieure qu'on subit. Non, c'est une relation. Et comme dans n'importe quelle relation, finalement, c'est notre attitude qui va tout déterminer, qui va la rendre amicale ou conflictuelle. Voyons voir ce que ça donne en pratique. Voilà concrètement comment ça se joue dans notre quotidien. D'un côté, on a l'impatience, ce sentiment de désespoir après un échec. Là, on traite le temps en ennemi. C'est comme s'il était contre nous. Et de l'autre côté, à l'inverse, on a la confiance. Le simple fait de se dire « Ok, je n'ai pas réussi cette fois, mais la prochaine sera la bonne ». Eh bien ça transforme le temps en allié. Il devient cet espace qui nous est donné pour progresser, pour finalement réussir. Mais cette idée de relation, elle ne s'arrête pas à quelque chose d'aussi abstrait que le temps. Non, elle va beaucoup plus loin, elle s'étend à tout ce qui nous entoure. Imaginez un instant, et si les forces de la nature, le vent, la pluie, et si ce n'était pas juste de la météo, de la mécanique, si c'était des entités conscientes avec lesquelles on pourrait interagir. Et là, on arrive à une affirmation qui est assez incroyable. Je suis en amitié avec la pluie. Ça sonne très poétique, on est d'accord. Sauf que ce n'est pas présenté comme une métaphore, c'est pris au sens littéral. L'idée, c'est qu'on peut arrêter de juste subir la nature et commencer à entrer en dialogue avec elle, créer une vraie connexion. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air, ça s'appuie sur des anecdotes et elles sont plutôt troublantes. On nous raconte que ce soit à Pau, dans le sud de l'Algérie, connu pour sa sécheresse, ou même à son arrivée en Inde en pleine saison sèche, à chaque fois, son passage aurait coïncidé avec des pluies diluviennes, complètement inattendues. Évidemment, pour les gens sur place, ça ressemblait à beaucoup plus qu'une simple coïncidence. Mais l'histoire la plus folle, c'est peut-être celle-ci. Imaginez la scène, des sapins plantés sur une montagne tout près du Sahara algérien, et là, une sorte d'entité de la neige serait apparue en disant en gros « Les sapins, ils nous appellent, alors on vient ». Et la neige est tombée, pour la toute première fois sur cette montagne. C'est quand même une image assez puissante de ce dialogue possible avec les forces de la nature. Bon, si on admet qu'on peut avoir une relation personnelle avec le temps, avec la nature, alors forcément ça change tout dans notre façon de voir nos propres actions. Qu'est-ce qui donne de la valeur à ce qu'on fait? Est-ce que c'est le résultat, ce que les autres voient, ou est-ce que c'est l'intention qu'on y met? Et là, on touche vraiment au cœur du message. L'idée, c'est que chaque chose qu'on fait peut devenir une sorte d'offrande, une prière, mais faite avec le corps. Et dans cette perspective, ce qui compte, ce n'est plus du tout la perfection technique ou le succès aux yeux du monde. Ce qui est vraiment reçu par une conscience plus élevée, c'est la qualité de cette offrande. C'est la sincérité, l'effort, la bonne volonté qu'on a mis dedans. Et pour bien illustrer ce changement total de perspective, il y a cette phrase qui est, on peut le dire, très directe. C'est la réponse qu'une conscience supérieure aurait donnée à quelqu'un qui s'inquiétait du regard du public. En gros, qu'est-ce que ça peut bien faire que quelques imbéciles voient ce qui a été fait? Voilà, le message est clair. Une fois que l'offrande est faite avec le cœur, l'opinion des autres, eh bien, elle n'a plus aucune importance. C'est vraiment le point central. Ce qui est jugé, ce n'est pas le résultat extérieur, c'est l'attitude intérieure, l'offrande. Une fois que l'action est faite avec le bon état d'esprit, c'est bon, son but est atteint, point. Qu'elle soit ensuite vue, applaudie, critiquée ou complètement ignorée par le reste du monde, au fond, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Et cette idée, elle nous amène à une conclusion qui est incroyablement libératrice, surtout en ce qui concerne le jugement des autres. Parce que si la seule chose qui a de la valeur, c'est l'intention qu'on met dans notre travail, alors l'opinion des autres, que ce soit des compliments ou des critiques, eh bien tout ça repose sur une illusion. Il y a une super anecdote de l'exploratrice Alexandra David-Niel qui illustre ça parfaitement. Un jour, un sage lui demande si elle est indifférente à la critique. Elle répond oui, sans hésiter, mais juste après, elle avoue « Heureusement qu'il ne m'a pas demandé si j'étais indifférente aux compliments. » Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est tellement vrai. Être insensible à la critique, c'est une chose, mais aux compliments, c'est une autre paire de manches. Et pour vraiment remettre le jugement des autres à sa place, il y a cette analogie qui est assez parlante. En gros, demander à quelqu'un qui n'a aucune conscience spirituelle de juger un travail fait dans cet état d'esprit,
C'est un peu comme demander à un chien son avis sur un problème de physique quantique. Ce n'est pas que le chien est bête, c'est juste qu'il n'a pas du tout les outils pour comprendre de quoi on parle. Eh bien, c'est la même chose ici. Ok, tout ça c'est super en théorie, mais en pratique, comment on fait? Comment on atteint cette fameuse liberté intérieure? C'est bien beau de le dire, mais pour le vivre. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le texte ne nous laisse pas sans rien et propose des techniques très concrètes pour y arriver. Alors voilà les 4 chemins qui sont proposés. Le premier, c'est de dézoomer, de prendre son petit problème personnel et de le mettre en perspective face aux milliards d'années de l'univers. Ensuite, le deuxième chemin, c'est de flotter, se laisser porter par les événements. Un peu comme quand on fait la planche sur l'océan, sans chercher à lutter. Troisième voie, lever les yeux, contempler les étoiles et se laisser absorber par cet espace immense. Et enfin, la quatrième, la plus directe peut-être, s'élever. Monter par la pensée, prendre de la hauteur, jusqu'à ce que nos soucis redeviennent celles qu'ils sont, tout petits. Et le résultat de tout ça, c'est une prise de conscience assez vertigineuse. Notre action, celle qui nous semblait si importante, on réalise soudain que c'est à peine un souffle, une petite seconde dans l'immensité de l'éternité. Et quand on comprend ça, on ne peut plus y être attaché de la même manière. Ça ne veut pas dire que l'action est inutile, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on est libéré du poids de son résultat. Ce qui nous amène à la question de fin. Si nos angoisses, nos succès, nos échecs, si tout ça est finalement si relatif, alors sur quoi est-ce qu'on devrait concentrer notre attention? Qu'est-ce qui mérite vraiment notre énergie? La réponse n'est pas donnée noir sur blanc, bien sûr. Mais tout ce qu'on vient de voir, ça semble pointer dans une seule et même direction, la qualité de notre présence, la sincérité de l'intention qu'on met dans chaque souffle.